Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs et merci de passer un petit bout de votre temps avec nous dans ce journal de ce samedi 15 mai 2021. Ce journal vous est présenté par Bob Lugurika. Dans quelques secondes, les titres de ce journal. Insécurité en province de Bubanza, un homme est mort suite aux coups et blessures lui infligés par les miliciens Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Et puis le directeur de l'école technique secondaire Vissoro en province de Moaro est sous les verrous depuis jeudi. Monsieur Grégoire Nyonizguié est accusé d'abuser sexuellement les élèves de l'établissement dont il est responsable. Vous aurez le point dans son journal. Dans le camp de réfugiés burundais de Lusenda en République démocratique du Congo, les réfugiés viennent de passer 2 mois sans assistance alimentaire. Ils demandent des explications du programme alimentaire mondial. Dans quelques secondes, vous aurez le développement de ces titres. Rebonjour, je vous le disais dans les titres, un corps sans vie a été retrouvé le matin de ce samedi près du bureau de la zone Murengeza en commune Manda de la province Bubanza. Le défunt aurait succombé au coup lui infligé la nuit de jeudi dernier par des Imbonerakure qui l'accusent de vol. Le point avec Eloge Kwizera. La victime répondait au nom de Chongera, Orosino Merasta. La nuit de jeudi à vendredi dernier, il s'est fait tabasser par un groupe d'Imbonerakure. Il accusait de tentative de vol dans l'achat de maïs. Alors qu'il était à Gorissa, raconte nos sources sur place, ces Imbonerakure l'ont conduit au poste de police. Tellement, il était marrant pour que les policiers ont refusé de le garder pour suivre nos sources. La bande des Imbonerakure s'est donc débarrassée de les victimes en cherchant où déposer le jeune Chongera qui était presque mort. C'est le matin de ce samedi que son corps a été retrouvé tout près du bureau de la zone Murengeza. C'est une situation qui a choqué plus d'un dans cette localité. La population dit que les policiers à qui les Imbonerakure avaient voulu confier le jeune Chongera auraient dû leur intimer l'ordre de le transporter d'abord à l'hôpital. Plus grave, les administratifs veulent tout faire affaire en disant que les auteurs de ce crime ne sont pas connus, alors que ces policiers les ont bel et bien vus pour avoir été en contact avec eux. Les habitants de Murengeza déplorent ce comportement de la police et des administratifs qui pourrait ne fait qu'encourager la justice populaire. Le jeune Chongera a été enterré ce samedi mai. Et puis, page et justice. Arrestation jeudi dernier de Grégoire Nyonizguié, le directeur de l'école technique secondaire Vissoro, accusé d'abuser sexuellement des filles de son établissement. Ce vendredi, il a comparé devant le magistrat du tribunal de grande instance de Moaro. Les enseignants et les parents d'élèves de l'ETS Vissoro saluent cette interpellation et demandent à la justice de punir ce directeur conformément à la loi pour décourager son comportement indécent. Grégoire Nyonizguié est détenu au cachot du commissariat en province de Moaro. L'affaire d'abus sexuels à l'origine de son incarcération est une récidive. Il y a 2 années, une plainte pour abus sexuels avait été déposée devant le même tribunal, mais le dossier n'a pas connu d'évolution. Et puis, droits de l'homme. L'administrateur communal de Mabaye en province de Cibitoke assume avoir ordonné le 6 mai de cette année la destruction méchante de plus de 200 maisons de Nyarure, de Razone et Buhoro. Nicodème Mondahabonimana a expliqué que ces maisons n'avaient aucune valeur et étaient délictueusement construites. Nous devons la voix de Nicodème Mondahabonimana à nos confrères de la radio Voix d'Amérique. Suivez. Ils semblaient s'être accaparés de l'espace dominial et ils avaient même commencé à y ériger des maisons. Ils appelaient cela occuper l'espace. Certains disaient qu'il y a belle lurette que ces terres leur appartiennent car elles étaient à leurs ancêtres. D'autres disaient qu'ils les avaient achetées et d'autres encore venaient clandestinement occuper ces terres. Mais l'État a des projets d'exploiter la majeure partie de ces terres pour l'agriculture. Parmi tous ces 207 maisonnettes, autour de 20 seulement étaient habitées et d'autres étaient de petites huttes en cours de construction qui ne sont même pas convenables à la ville de Nyarure. Nous voulons un village développé. L'administrateur de la commune Mabaye admet également que pendant la destruction, la femme du nom de Kwizerimana Charlotte, dont nous vous avions parlé dans nos éditions antérieures, a été blessée au niveau des organes génitaux, mais nie toutes ses responsabilités. Encore une fois, Nicodème Ndahabonimana.
Il pleuvait quand nous étions en train de détruire ces maisons. Il y a une femme enceinte qui a glissé et est tombée sur un morceau de bois. Elle a été blessée entre les cuisses. La population a cru qu'elle avait eu une fausse couche, mais en réalité, elle a été blessée au niveau de ses organes génitaux. Pour rappel, cette destruction méchante a été exécutée par les Imbonerakure de Mabayi déployés par Nicodème Ndahabonimana après le refus du commissaire de police de mettre à la disposition de cet administratif des policiers pour l'accomplissement de cette destruction. Une courte pause et nous parlons environnement. Une solution durable aux catastrophes naturelles, celles qui font des victimes à Gatumba, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, ne devrait pas dépasser une période de 9 mois précise des techniciens de l'organisation humanitaire Croix-Rouge. Bundoï Désiré, chef de département réduction des risques et gestion des catastrophes, indique que dépasser ces délais, on parle d'échec. Je vous propose de l'écouter. Vous voyez qu'il y a des camions qui sont en train de les embarquer vers le site Sobel à Maranvia. Il y a 242 abris qui sont disponibles. Et nous, à partir de demain, on va ériger des tentes pour d'autres ménages, pour pouvoir leur donner l'abri là où ils peuvent loger. Et puis d'autres appuis en termes de non-vivre et aux vivres vont suivre après. D'emblée, les abris qui sont à notre disposition peuvent abriter 350 ménages, mais ce que nous avions construit avant pour accueillir ces mêmes gens, c'est aux environs de 242 ménages. Donc cela, d'ici 24 heures, pourront être logés. Suivront alors la distribution des non-vivres et puis on va solliciter d'autres partenaires qui vont appuyer dans les vivres, en hygiène et assainissement, donc pour que les gens soient rétablis dans leur dignité. La Croix-Rouge, dans l'urgence, il est là, avec le gouvernement. Mais après les urgences, il n'y a pas de relèvement. Là, alors, il y a d'autres partenaires qui s'annoncent pour le relèvement. Après le relèvement, c'est le développement durable. Il y a d'autres partenaires qui s'annoncent. Parce qu'en principe, la gestion de ce cycle ne va pas au-delà de 9 mois. Quand ça va au-delà de 9 mois, c'est que quelque part, il y a une incompréhension, soit il y a un échec qui s'annonce. C'était hier lors d'une descente conjointe avec le gouverneur de Bujumbura et un représentant du ministère de la Solidarité. Pour rappel, les inondations en zone Gatumba viennent de faire une année. Elles ont débuté en mai de l'année passée où ils ont fait des ravages touchant jusqu'à plus de 50 000 personnes. Depuis hier, des véhicules ont commencé à déplacer les propriétaires des parcelles du site Kigaramango, victimes de ces inondations, vers Maranvia dans le site de Sobel. Ce vendredi toujours, le chef de la zone Gatumba a autorisé à toutes les victimes qui n'ont pas été délocalisées d'ériger des abris dans n'importe quel endroit disponible. Et puis, parlons travaux publics. Paralysie de la circulation le matin de ce samedi sur la route nationale numéro 3, tronçon reliant le port de pêche de Mvugo et le port de pêche de Muguruka. C'est en commune Nyanzara que nous sommes en province de Makamba. Un camion rempli de marchandises s'est renversé alors que le chauffeur essayait de passer sur la petite partie de la route qui restait praticable. Un trou s'était creusé sur cette route, rendant inutilisable la grande partie de la route. Le point avec Elvis Nyomungere. Sur cette route nationale numéro 3, plus précisément sur le tronçon qui relie les ports de pêche de Mvugo et Muguruka, tronçon de la zone Mukungu, la circulation est difficile depuis plus de 2 mois. Un trou s'est agrandi progressivement jusqu'à rendre impraticable la grande partie de la route. Seuls 2 petits véhicules, des motos et vélos peuvent passer sur la partie encore utilisable. Ce samedi matin, un camion rempli de marchandises en direction du centre Nyanzarake a tenté d'y passer. Plus grand que l'espace praticable, ses pneus ont glissé dans le trou et le camion n'a pris avancé, comme le témoigne cet habitat de la localité. Aucun véhicule ne peut passer sur la route. Arrivés à ce niveau, ils font tous demi-tour. Les passagers poursuivent leur voyage sur des motos. Les véhicules Probox ou les minibus ne peuvent plus aussi traverser le tronçon. Les usagers de la route demandent que le camion soit arrêté pour dégager la route, mais aussi que le tronçon soit réhabilité afin que la circulation redevienne normale. Le camion est le deuxième, cette semaine coincé au même endroit. Le premier y a été coincé jeudi dernier. Une courte pause et nous parlons éducation.
Le système d'évaluation réseau des élèves et ni même direction régionale semble avoir échoué. Le sondage fait par le ministère de l'Éducation montre que ce système n'a rien apporté comme valeur ajoutée. Ainsi donc, pour ce troisième trimestre, les élèves des années terminales ne seront pas concernés par ce système. Le point avec Mahoro Francine. Le programme du ministère de l'Éducation dénommé Évaluation en réseau a commencé au niveau national avec la rentrée de cette année scolaire 2020-2021. Un programme qui n'est pas prometteur selon nos informateurs du secteur de l'éducation au Burundi. D'après les enseignants de différentes provinces, un groupe d'enseignants a été sélectionné pour faire le choix des questionnaires d'évaluation et la sélection se faisait sur base des cours dispensés par ces enseignants. Les questionnaires choisis étaient donc envoyés au niveau des directions communales et de l'enseignement. Et ces derniers choisissaient les évaluations communes à tous les élèves de la direction communale d'enseignement. Certains enseignants critiquent donc ce programme d'évaluation en réseau. Pour les enseignants des écoles avancées dans l'enseignement, les examens choisis sont à un niveau bas par rapport au niveau de leurs élèves. Un avis qui n'est pas partagé avec ceux des écoles à faible niveau. Ces enseignants trouvent les examens difficiles pour les élèves. C'est cette divergence de points de vue sur ce programme évaluation en raison qui serait à l'origine du sondage initié par le ministère de l'Éducation dans tout le pays il y a des semaines. L'objectif était de recueillir les versions des uns et des autres sur les 10 programmes. Les sources de la RPA au sein du ministère de l'Éducation révèlent que les participants au sondage étaient des directeurs des écoles, des enseignants, des parents ainsi que des représentants des syndicats. Les points de vue quant à la poursuite ou non de ce programme ainsi que l'apport de ce dernier figuraient parmi la liste des questions posées durant le sondage. À ces questions, nos sources précisent que non seulement plus de 80% des participants ont répondu par un non, mais ils ont également critiqué le lancement hâtif de ce programme sans consulter les avis qui, selon eux, auraient pu aider. Certains enseignants parmi ceux qui choisissent les questionnaires les passent à leurs élèves pour augmenter le taux de réussite et ainsi permettre les directeurs de garder les postes. Une tricherie qui a été également signalée dans le sondage ont ajouté nos sources du ministère de l'Éducation. Selon des informations dignes de foi, toutes ces racines révélées au cours des 2 premiers trimestres auraient poussé le ministère de l'Éducation à décider à ne pas appliquer ce système d'évaluation en raison chez les élèves finalistes pour, du moins, ce 3e trimestre qui achemine vers la fin. Merci à toi, Mahoro Francine. Hors de nos frontières, parlons de la situation des réfugiés burundais. Les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo viennent de passer 2 mois sans bénéficier d'assistance alimentaire, en retard dont ils ignorent jusqu'ici les raisons puisque le programme alimentaire mondial PAM ne leur a donné aucune explication. Les détails avec Eric Nyonzima. Les réfugiés burundais du camp de Lusenda en RDC reçoivent normalement leur assistance alimentaire durant la première quinzaine du mois. Tout le mois d'avril, ils n'ont rien eu et jusqu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas encore eu la ration du mois de mai. Ces réfugiés sont inquiétés par le silence du PAM qui ne dit rien de ce retard. Nous, réfugiés du camp de Lusenda, sommes très inquiétés. Nous venons de passer 2 mois sans bénéficier d'assistance alimentaire. Et le PAM ne nous a rien expliqué. Il nous avait donné des téléphones, disant qu'il chargerait ces téléphones d'argent pour la ration, mais ce projet n'a pas réussi. L'argent nous a été donné mai à mai. Ces réfugiés indiquent que le PAM leur avait annoncé qu'il va catégoriser les réfugiés et qu'il y aura ceux qui ne seront plus assistés. Ces réfugiés se demandent alors aussi si le nouveau système qui aurait commencé sans être avisé. Les agents du PAM nous avaient dit une fois que l'organisation va donner l'assistance par catégorie, qu'il y aura une catégorie qui ne sera pas assistée. Nous avons entendu que le système a commencé au cas de Mahama au Rwanda. Nous sommes sans aucune information. Nous ne savons pas quand est-ce que nous serons assistés. Le PAM ne nous dit rien alors que les années antérieures, l'organisation nous informait régulièrement. Nous avons essayé de joindre le président des réfugiés du camp,
Lucenda, ainsi que le porte-parole du PAM en République démocratique du Congo, mais sans succès. Et puis avant de clore ce journal, deuxième partie de ce journal avec le magazine Au cœur de la société. Dans le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui, nous vous parlons de la fête d'Eid el-Fitri et de l'importance du mois de jeûne qui l'a précédé au sein de la communauté musulmane. Le point avec notre consoeur Josine Kazé. Au cœur de la société. Les Burundais musulmans se sont joints au monde entier pour célébrer la fête d'Eid el-Fitr. Quelle est la signification de cette fête? Quelle est l'importance du jeûne que les musulmans pratiquent durant tout un mois avant la célébration d'Eid el-Fitr? À quoi cela contribue au sein de la société en général? Ce sont là les quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre au cours du mini-magazine Au cœur de la société de ce 15 mai 2021. À la présentation, c'est Josine Kazé. C'est ce jeudi que les musulmans du monde entier ont célébré l'Eid el-Fitr. Au Burundi, comme partout ailleurs, la prière a précédé la fête d'Eid el-Fitr. Nous avons partagé ce qu'on avait en famille. Nous avons invité d'autres qui ne sont pas musulmans pour célébrer ensemble la fête d'Eid el-Fitr. Il y a des gens qui ont des mauvais comportements. Ils n'aident pas les plus démunis, ils mentent, ils font le vagabondage sexuel, etc. Mais pendant le mois de Ramadan, ils abandonnent tout. C'est un mois qui sert d'entraînement pour changer de comportement pour les mois à venir et dans la vie de tous les jours. L'un des représentants des musulmans au Burundi, Haruna Hunduiga, explique ce que c'est l'Eid el-Fitr. Dieu merci, nous avons participé dans une bonne ambiance, dans une bonne atmosphère, dans la prière justement commémorant la fin du Ramadan. L'observance du jeûne du mois de Ramadan, c'est un des 5 piliers de l'islam. Mais aussi, c'est une recommandation du Tout-Puissant qui nous dit justement dans le Saint-Coran, le verset 183, qui dit « Je vous ai prescrit le jeûne du Ramadan, comme a été prescrit à ceux qui sont venus avant vous, pour que vous puissiez beaucoup plus vous rapprocher du Tout-Puissant. » Donc, autrement dit, c'est une recommandation d'Allah, où les musulmans passent 30 jours à jeûner et se priver des choses pour lesquelles ils avaient droit. Et ceci de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça a d'abord plusieurs significations. D'abord, c'est effectivement observer l'obligation du Tout-Puissant, mais aussi ça nous permet de nous approcher, de nous recueillir, de lire constamment le Coran, de faire beaucoup d'invocations, de faire des prières nocturnes et de nous recueillir constamment justement pour demander pardon pour ce que nous avons fait pendant 11 mois. Et celui qui observe comme il faut le mois sacré de Ramadan, il est effectivement pardonné pour les péchés de toute l'année écoulée. Et c'est une façon aussi de se mettre dans la peau de ces gens qui passent des journées entières, parfois même des nuits, sans manger, sans boire, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'en ont pas. Alors nous nous privons de cela, et alors que nous l'avons, pour nous mettre dans la peau de ces gens-là, pour que nous puissions justement leur venir en aide. Nous passons ce mois à rendre visite aux malades, rendre visite aux prisonniers, leur venir en aide, aider les orphelins, les veuves et autres, et tous les gens qui sont dans le besoin. Selon Haruna Hunduiga, le mois du jeûne de Ramadan qui vient de s'achever a une importance capitale et pour les musulmans et pour la société en général. Et à la fin du mois, il y a des gens qui parfois pensent que comme le mois de Ramadan est terminé, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. C'est un mois qui devrait nous servir de leçon. Quand nous parvenons à passer tout un mois justement à nous recueillir, à soigner notre comportement, ça devait refléter notre comportement d'après le mois sacré de Ramadan et à travers le bon voisinage avec justement même les non-musulmans, à travers l'entraide, parce que les musulmans sont des gens, notamment les musulmans du Burundi, qui ont montré, de par le passé jusqu'à aujourd'hui, à travers les différentes crises qu'a connues notre pays, que les musulmans restaient sereins et restaient en dehors de ces querelles, parce que l'islam, justement, c'est la paix. Le pays tout entier et la communauté autour de nous y gagnent, parce que passer tout un mois à prier, c'est vraiment, ça montre de l'humilité. Et les gens, probablement, que nous avions à déranger avant le mois sacré de Ramadan,
ils ont un peu de répit et nous voudrions que ce répit puisse continuer. Le pays aussi gagne parce que nous avons prié pour notre pays pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait le développement et que même ce fléau de coronavirus puisse disparaître et qu'il ne fasse pas encore plus de morts, qu'il ne fasse pas encore plus de victimes dans notre pays. Et donc nous invitons les musulmans qui viennent d'observer ce mois sacré de Ramadan à pouvoir faire mieux et continuer à se comporter comme ils le faisaient pendant le mois sacré de Ramadan. C'est par ces conseils de Haruna Hundouiga que nous mettons en point final au mini-magazine Au cœur de la société. C'était Josine Kazé à la présentation. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi Josine Kazé. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Bob Rugoulika a été à la présentation. Un tout grand merci pour votre aimable écoute. Merci à l'équipe rédactionnelle et à la technique. Prochain rendez-vous de ce journal, ce sera demain à la même heure. Et d'ici là, soyez prudents et portez-vous bien.